La liaison de mon mari, qui durait depuis 11 mois, s'est terminée par la grossesse de sa maîtresse. Mes beaux-parents m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit « Sois mûr et pardonnez-lui ». J'ai souri et j'ai accepté. Mais ce que j'ai fait ensuite les a laissés complètement sous le choc. La première fois que j'ai réalisé que mon mariage se mourait, ce n'est pas parce que j'ai trouvé du rouge à lèvres sur un col ou du parfum sur la chemise de mon mari. C'était un mardi soir, fin octobre, un froid suffisant pour que les vitres de notre cuisine soient embuées, alors que je préparais une soupe de tomates et des croque-monsieur dont ni mon mari ni moi n'avions vraiment besoin à notre âge. Mais le réconfort était devenu une langue que je parlais encore couramment, même après qu'Étienne avait cessé de m'écouter. Il est entré dans la maison, souriant à son téléphone. Pas à moi. Pas à la vie que nous avions passé 15 ans à construire ensemble dans la banlieue chic de Paris, du côté de Saint-Cloud. Juste à son téléphone. Ce sourire est resté sur son visage, même après qu'il a desserré sa cravate et jeté ses clés de voiture sur le plan de travail en marbre. Un marbre que j'avais choisi moi-même 8 ans plus tôt, lorsque nous avions renégocié le prêt de la maison en utilisant mes garanties financières, car sa propre solvabilité s'était effondrée après l'échec de l'expansion de son entreprise. Un échec qu'il attribuait toujours à un mauvais timing. Je me souviens d'être resté là, une spatule à la main, à le regarder taper rapidement un message avant de poser l'écran contre la table. Les gens parlent toujours de la trahison comme d'un coup de feu, soudain et indéniable. Mais parfois, elle arrive sans bruit, par petits mouvements, dans des sourires dissimulés, dans la façon dont quelqu'un protège soudain son silence comme un trésor. Longue journée. Ai-je demandé. Épuisante, a-t-il répondu machinalement. Puis il a de nouveau souri à son téléphone. C'est à ce moment-là que quelque chose de glacé s'est glissé dans mon estomac. Pas de la colère, pas encore. Une prise de conscience. Je m'appelle Claire Bernardet, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été le genre de femme sur qui les gens comptaient sans jamais vraiment la voir. Je gérais les chiffres d'une entreprise régionale de logistique qu'Étienne aimait appeler notre entreprise. Même si, dans notre cercle social, tout le monde supposait qu'il en était le cerveau parce qu'il était charismatique, carré d'épaule et savait s'imposer dans une pièce avec un rire confiant. J'étais la plus discrète, la plus organisée, celle qui corrigeait les erreurs de fiches de paie à minuit pendant qu'Étienne buvait du cognac avec des clients potentiels. La femme qui négociait les contrats de sous-traitance pendant qu'Étienne s'en attribuait le mérite lors des dîners mondains. La femme qui avait discrètement sauvé l'entreprise à 3 reprises sans que personne, y compris mes beaux-parents, ne le reconnaisse jamais. J'avais l'habitude de penser que l'amour signifiait porter le fardeau sans se plaindre. Ma mère le croyait aussi. Elle a passé 37 ans à réparer les pots cassés derrière mon père, qualifiant cela de dévouement, jusqu'au jour où l'épuisement l'a finalement emporté plus vite que le cancer. Je m'avais promis de ne jamais devenir cette femme. C'est curieux comme la vie vous rattrape quand on cesse de faire attention. Une semaine après ce fameux mardi soir, Étienne s'est endormi sur le canapé, son téléphone à la main. Au début, je ne fouillais pas. Je voulais seulement brancher le chargeur car il avait une réunion matinale le lendemain. Puis l'écran s'est allumé. Un aperçu de message est apparu, « Tu me manques déjà ». Ma poitrine s'est immédiatement serrée. Le nom de l'expéditeur était Liliane. Pas de nom de famille, juste Liliane, suivi d'un cœur rouge. J'ai fixé ces mots pendant un long moment, assez longtemps pour que la pièce semble étrangement déformée autour de moi, comme si toute ma vie venait de basculer. J'aurais dû l'affronter à ce moment-là. La plupart des gens l'auraient fait. Au lieu de cela, je suis resté là en silence pendant qu'Étienne ronflait doucement sous la lueur de la télévision. Et pour la première fois de mon mariage, mon instinct m'a dit de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Mon instinct m'a dit d'observer. Au cours des 3 semaines suivantes, la vérité s'est dévoilée lentement, morceau par morceau, laide et incontestable. Liliane avait 27 ans, travaillait au service marketing de notre entreprise, et couchait apparemment avec mon mari depuis près d'1 an. Des reçus d'hôtel sont apparus sur nos relevés de cartes bancaires communes, déguisés en frais de représentation. Les SMS nocturnes se sont multipliés. Les trous dans son emploi du temps ont commencé à faire sens. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'était pas la liaison. C'était de voir à quel point Étienne restait ordinaire tout en détruisant notre mariage. Il me demandait toujours où était son costume de rechange. Il se plaignait encore quand j'oubliais le lait d'amande pour son café. Il m'embrassait toujours sur le front avant de partir au travail. On s'imagine les conjoints infidèles rongés par la culpabilité, mais Étienne, lui,
Affichait un sentiment de légitimité, comme s'il croyait sincèrement que son bonheur importait plus que les dégâts nécessaires pour le préserver. En cherchant plus profondément, j'ai réalisé autre chose. Sa famille savait. Je l'ai découvert par accident 2 jours avant notre grand repas de famille d'automne, alors qu'Étienne prenait sa douche à l'étage et que sa mère appelait sur son téléphone, qu'il avait laissé brancher dans la cuisine. J'ai décroché sans réfléchir. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil avant que Patricia Benoît ne soupire doucement. « Dis-moi que Liliane ne fait pas encore des siennes », a-t-elle dit. Je me suis figé. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone. Elle est enceinte, ai-je chuchoté avant de pouvoir me retenir. Le silence qui a suivi m'a paru éternel. Puis Patricia a inspiré brusquement. « Oh mon Dieu », a-t-elle marmonné. « Il te l'a donc dit. » Pas de « est-ce que tu vas bien ?» Pas de « je suis désolé », aucun étonnement, juste de l'irritation à l'idée que le secret ait fini par s'ébruiter. Quelque chose en moi s'est endurci définitivement à cet instant. Car la trahison d'un mari vous blesse, mais la trahison d'une famille entière réécrit votre perception de la réalité. Après la fin de l'appel, je suis resté assise seule à la table de la cuisine pendant près d'1 heure, alors que la pluie tapotait doucement contre les carreaux. Mon esprit repassait en boucle chaque repas de fête, chaque remarque passive-agressive que Patricia m'avait faite, chaque instant où il m'avait traité comme un simple accessoire au succès d'Étienne, plutôt que comme la raison même de ce succès. Et soudain, tout devenait clair. Il ne m'aimait pas. Il comptait sur moi. Il y a une différence monumentale. Ce soir-là, après qu'Étienne s'est endormi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché le meilleur avocat spécialisé en divorce de la région parisienne. Non pas parce que j'étais prête à partir sur le champ, mais parce que j'avais besoin de comprendre exactement l'étendue des dégâts avant que quiconque ne réalise que je m'étais enfin réveillé. 3 jours après avoir appris la grossesse de Liliane, Étienne est rentré à la maison avec une bouteille d'un grand cru de Saint-Émilion et cette expression prudente qu'arborent les gens lorsqu'ils s'apprêtent à dynamiter la vie de quelqu'un d'autre. J'étais assise au comptoir de la cuisine en train de vérifier les rapports de paie, bien que je n'ai pas intégré un seul chiffre depuis plus d'1 heure. La maison sentait discrètement la cannelle et l'ail rôti du poulet que j'avais préparé plus tôt. Pendant un court instant, tout semblait douloureusement normal. C'est ce qu'il y a de plus cruel avec les catastrophes, elles s'annoncent rarement de manière spectaculaire. Claire, a dit doucement Étienne en desserrant sa cravate. Est-ce qu'on peut parler ? J'ai levé les yeux lentement. Il n'y avait plus de panique en moi. Juste de la clarté. Bien sûr. Il s'est assis en face de moi, joignant les mains comme s'il s'apprêtait à négocier un contrat commercial plutôt qu'à avouer la destruction de notre couple. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, a-t-il commencé. Cette phrase à elle seule a failli me faire rire. Les hommes passent des mois à vous mentir droit dans les yeux et finissent toujours par dire cela. J'ai refermé doucement mon ordinateur. De combien de temps est-elle enceinte ? Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Non pas parce que je savais, mais parce qu'il réalisait qu'il venait de perdre le contrôle de la conversation. Environ 10 semaines, a-t-il admis après un temps d'arrêt. 10 semaines. Ce qui signifiait que pendant que j'aidais Patricia à se remettre de son opération du genou en septembre, mon mari construisait déjà une autre vie avec une autre femme. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Étienne a cligné des yeux. D'accord ? Tu as l'air surprise que je ne hurle pas. Je pensais juste que... Il a soupiré, visiblement soulagé. Je pensais que ce serait plus difficile. Cette phrase m'a tout dit sur le peu de cas qu'il faisait de moi après 15 ans de vie commune. Plus difficile. Il pensait que la douleur ne comptait que si elle était bruyante. Mais la douleur silencieuse, celle qui s'installe profondément dans vos os, est bien plus redoutable. Je suis fatigué, Étienne, ai-je dit calmement. Je n'ai pas l'énergie pour faire des scènes. Il s'est adossé à sa chaise, rassuré par mon calme, et ce soulagement m'a dégoûté plus encore que l'infidélité elle-même. Il voulait que ce soit facile. Il me voulait civilisé, sous contrôle, compréhensive. Il voulait me trahir sans en subir le moindre inconfort. Puis il a prononcé la phrase que j'allais ressasser pendant des mois. Je n'ai jamais voulu que qui que ce soit blessé. Qui que ce soit, comme si j'étais une catégorie plutôt que sa femme, comme si notre mariage était simplement devenu un dommage collatéral malheureux dans sa quête de bonheur personnel. Je l'ai regardé en silence avant de poser la seule question qui importait, est-ce que tu l'aimes ?
Étienne a hésité. Cette hésitation a fait plus de mal qu'une franche vérité ne l'aurait fait. Je tiens à elle, a-t-il répondu prudemment. Et maintenant, il y a un bébé en jeu, un bébé en jeu. Le langage que les gens utilisent pour éviter d'assumer leurs responsabilités est fascinant. Tout devient passif, abstrait. Personne ne trompe, ce sont des erreurs qui arrivent. Personne ne ment, les situations deviennent compliquées. J'ai croisé mes mains pour les empêcher de trembler. Qu'est-ce que tu me demandes exactement? Ses épaules se sont relâchées, sentant ma coopération. Je pense que nous pouvons surmonter cela, a-t-il dit. Je sais que ça semble fou pour l'instant, mais avec le temps, les choses vont s'apaiser. Les choses, encore ce langage impersonnel. Pas notre mariage, pas mon cœur brisé. Les choses. Puis vint l'insulte finale. Mes parents veulent que nous passions dimanche, a-t-il ajouté. Ils pensent que nous devrions nous réunir en famille pour en discuter. J'ai failli sourire à cette idée. En famille. Un choix de mots intéressant de la part de personnes qui avaient visiblement protégé sa liaison pendant des mois. Dimanche est arrivé, gris et glacial. Le genre d'après-midi parisien d'hiver où le ciel semble meurtri. Patricia et Richard Benoît vivaient dans une grande maison en Meulière à 20 minutes de là, achetée des années plus tôt grâce à une aide financière qu'Étienne oubliait opportunément d'attribuer à l'héritage que mon père m'avait laissé à sa mort. Patricia m'a accueilli à la porte avec une nervosité visible sous une chaleur forcée. Oh, ma chérie, a-t-elle murmuré en me touchant délicatement le bras. Viens, entre. J'avais passé 15 ans à essayer de gagner l'affection de cette femme. Debout dans son hall d'entrée impeccable, entouré de photos de famille, j'ai soudain compris qu'elle ne m'avait jamais respecté, seulement mon utilité. Le dîner a moins ressemblé à un repas qu'à une intervention. Richard me regardait à peine en coupant son entrecôte. Étienne évitait soigneusement mon regard. Sa jeune sœur, Amandine, se tenait raide aux côtés de son mari, visiblement mal à l'aise, mais peu encline à contester le récit familial qui s'articulait autour de la table. Patricia a fini par s'éclaircir la gorge au milieu du repas. Nous savons tous que les émotions sont vives en ce moment, a-t-elle commencé prudemment. Vive, quel mot élégant pour désigner une dévastation. Mais les familles surmontent toujours les moments difficiles. J'ai posé mon verre de vin doucement. Personne ne m'avait demandé comment j'allais. Pas une seule fois. Richard a pris la parole ensuite. Un enfant change la donne. C'était là. La véritable raison de ce rassemblement. Non pas le remords, mais l'endiguement de la crise. Il voulait de la stabilité. Il me voulait assez coopérative pour préserver l'image de la famille pendant qu'Étienne s'apprêtait à devenir père avec une autre femme. Amandine a fini par intervenir, d'une voix hésitante, je pense simplement que tout le monde mérite de la compassion en ce moment. Tout le monde. À nouveau, j'ai remarqué le choix des mots. Les sentiments de chacun comptaient à parts égales dans cette pièce, sauf les miens. Patricia a alors cherché ma main, et son jeu d'actrice m'a presque impressionné. Claire, ma chérie. Les hommes font des erreurs. Cela n'efface pas 15 belles années. J'ai regardé sa main posée sur la mienne et je me suis soudain souvenu de chaque fête de fin d'année que j'avais organisée pendant qu'Étienne voyageait avec Liliane. De chaque facture médicale que j'avais discrètement aidé ses parents à payer, de chaque sacrifice que cette famille avait accepté aussi naturellement que l'on respire. Puis Patricia a prononcé la phrase qui a tout changé, tu dois te montrer mûr face à cette situation et lui pardonner. La pièce est devenue totalement silencieuse. Même Étienne a semblé mal à l'aise d'entendre cela formulé de manière aussi abrupte. Mais Patricia y croyait. Elle pensait sincèrement que mon rôle dans cette histoire consistait à gérer la crise émotionnelle. Encaisser l'humiliation. Protéger la famille. Rester utile. Et à cet instant, j'ai enfin compris une chose d'une simplicité dévastatrice, ces gens avaient pris ma gentillesse pour de la faiblesse pendant des années. Je suis resté assis sans mot dire pendant que 4 personnes attendaient ma réaction, et curieusement, je me sentais plus calme que je ne l'avais été depuis des semaines. Le chagrin était toujours là, mais sous lui, quelque chose de plus acéré s'était formé. Le respect de soi. Lentement, j'ai souri. Sans colère, sans amertume, simplement avec calme. D'accord, ai-je dit doucement. Je lui pardonne. Le soulagement autour de la table a été immédiat et presque pitoyable. Étienne a expiré. Patricia a serré ma main avec reconnaissance.
Richard a esquissé son premier vrai sourire de la soirée. Il pensait avoir gagné. C'était la partie tragique de l'histoire. Il croyait encore que j'allais rester. Plus tard cette nuit-là, après qu'Étienne s'est endormi à mes côtés, je me suis assise seul dans le salon sombre, mon ordinateur portable éclairant le silence. J'ai envoyé le dernier courriel à mon avocate. Objet, lancer la procédure. Les gens pensent que la vengeance s'accompagne toujours de grands éclats de voix. Ils imaginent des cris, de la vaisselle brisée, des réputations ruinées sur les réseaux sociaux pour que des inconnus s'en délectent devant leur café du matin. Étonnamment, la vengeance la plus dévastatrice se déroule souvent en silence, par des signatures de documents administratifs, des comptes clôturés et un mutisme absolu. Le lundi suivant la Toussaint, je me suis réveillé avant l'aube et j'ai préparé le café exactement comme Étienne l'aimait. 2 sucres, un nuage de lait, un café fort dont l'arôme envahissait la pièce. Il m'a embrassé la joue d'un air distrait tout en consultant ses emails sur son téléphone, sans avoir la moindre idée que notre mariage était déjà devenu une procédure juridique progressant inexorablement vers sa conclusion. « Ça va ?» a-t-il demandé négligemment. J'ai presque admiré son audace. Il avait mis une autre femme enceinte, avait regardé sa famille me faire pression pour que je lui pardonne, et s'attendait encore à ce que je maintienne une normalité émotionnelle pour son propre confort. « Ça va ?» ai-je répondu. Et curieusement, je disais la vérité. Non pas parce que je ne souffrais pas, mais parce que la clarté d'esprit apporte sa propre forme de paix. Après le départ d'Étienne pour le travail, j'ai pris la voiture pour aller en ville rencontrer mon avocate, Sandrine Moret. Une femme au regard acéré d'une 50aine d'années qui s'exprimait avec la précision tranquille de ceux qui ont passé des décennies à observer des couples s'effondrer derrière des portes closes. Elle a passé en revue les documents financiers que j'avais mis des semaines à organiser. Relevés d'emprunts immobiliers, contrats commerciaux, police d'assurance, déclaration fiscale, relevé de dettes. Lorsqu'elle a enfin levé les yeux de la pile de papier, son expression a légèrement changé. « Votre mari n'a aucune idée de sa vulnérabilité actuelle, n'est-ce pas ?» « Aucune », ai-je répondu calmement. Sandrine s'est adossée à son fauteuil. « Claire, d'un point de vue juridique, vous êtes la poutre maîtresse qui soutient toute cette maison. » Cette phrase est restée gravée en moi. Poutre maîtresse. Pas épouse, pas partenaire, mais infrastructure. Pendant 15 ans, j'avais discrètement stabilisé chaque catastrophe financière qu'Étienne provoquait tout en lui permettant de se présenter comme le chef de famille prospère. J'avais renégocié les prêts sous mon nom, protégé l'entreprise grâce à mes garanties financières, négocié avec les créanciers en coulisses. Même la mutuelle santé complémentaire de ses parents passait par la structure collective de l'entreprise que j'avais mise en place. Et aucun d'eux ne me respectait. Pas vraiment. Ils respectaient simplement le fait que j'empêchais le pire de se produire. Sandrine m'a exposé les étapes suivantes avec soin. Séparer les comptes immédiatement. Bloquer les dépenses communes non essentielles. Préparer l'évaluation des biens immobiliers. Sécuriser les archives de l'entreprise. Déposer la demande de divorce avant qu'Étienne ne puisse dissimuler des actifs. J'ai tout signé sans hésiter. Dès le mercredi matin, l'effondrement a commencé. Étienne m'a appelé à 9h17. Pourquoi notre compte joint est-il bloqué? J'ai coupé le son de la télévision avant de répondre, parce que mon avocate m'a conseillé de séparer nos finances. Un silence. Puis un rire nerveux. D'accord, attends une seconde. Ton avocate? Oui. Un autre silence, plus long cette fois. Tu as demandé le divorce? C'est exact. La panique s'est emparée de sa voix immédiatement après cela. Claire, attends. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je croyais que nous avions convenu de surmonter les choses ensemble. J'ai regardé par la fenêtre du salon les arbres dénudés par l'hiver s'agiter sous le vent. Non, ai-je dit calmement. Tu m'as dit de les accepter. Ce n'est pas juste. Juste. Un mot intéressant dans la bouche d'un mari infidèle. Tu as mis ta maîtresse enceinte, Étienne. Ce bébé ne change rien à ce que je ressens pour toi. J'ai fermé les yeux en entendant cela parce que, d'une manière ou d'une autre, il croyait encore que cette conversation tournait autour d'une histoire d'amour et non d'une trahison de confiance. Tu devrais probablement appeler ton comptable, ai-je dit doucement. Il y a des questions financières liées à l'entreprise que tu vas devoir préparer. Puis j'ai raccroché. Le vendredi,
le chaos s'était propagé de manière implacable dans les moindres recoins de sa vie si soigneusement organisée. La ligne de crédit de l'entreprise a fait l'objet d'un réexamen obligatoire car mes garanties financières avaient été retirées. Un fournisseur majeur a retardé le renouvellement d'un contrat après avoir appris que des litiges de propriété pourraient survenir pendant la procédure de divorce. L'organisme prêteur immobilier a demandé des justificatifs de revenus actualisés, puisque la maison elle-même avait été achetée principalement grâce à ma capacité d'emprunt personnel. Puis est survenu le problème d'assurance. Patricia m'a appelé en larmes vers midi. Claire, a-t-elle dit, le souffle court. Le rendez-vous de Richard chez le cardiologue a été annulé. On nous dit que notre couverture s'arrête. Je suis resté silencieuse un instant. Le contrat de mutuelle d'entreprise était géré par mes soins depuis des années parce qu'Étienne s'était montré incapable d'organiser quoi que ce soit lui-même. La couverture prend fin à la fin du mois, ai-je expliqué doucement. Vous devrez faire d'autres démarches. Sa voix s'est immédiatement brisée. Tu ne peux pas nous faire ça. Cette phrase m'a presque fasciné. Pas tu nous fais du mal, pas s'il te plaît, aide-nous, mais tu ne peux pas. Comme si je leur appartenais encore. Comme si mon but dans la vie était le sacrifice éternel. Je ne vous fais rien, ai-je répondu calmement. Je me dégage simplement de responsabilités qui n'ont jamais été les miennes. Patricia s'est mise à pleurer plus fort. J'avais dit à Étienne que cette fille gâcherait tout. Non, Patricia. C'est Étienne qui a tout gâché. Liliane n'était que le symptôme final d'une pourriture bien plus profonde. Ce soir-là, Étienne est rentré plus tôt que d'habitude, le visage pâle et fatigué. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il semblait sincèrement effrayé. « Qu'est-ce que tu essaies de faire au juste ?» a-t-il exigé dès qu'il a franchi le seuil de la porte. J'ai continué à taper sur mon ordinateur. « Divorcer. Tu es en train de détruire l'entreprise. » Non, ai-je corrigé calmement. Je refuse simplement de continuer à la sauver. Cela l'a frappé plus durement que n'importe quel cri, car au fond de lui, Étienne savait que c'était vrai. Il s'est assis en face de moi, se frottant le visage à deux mains. J'ai fait une erreur. J'ai enfin posé mon regard directement sur lui. Une liaison de 11 mois n'est pas une erreur. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait au supermarché. Une erreur, c'est rater la mauvaise sortie sur l'autoroute. Ce que tu as fait a demandé de l'organisation, de la répétition, du mensonge et des centaines de choix individuels. Tu as construit une relation parallèle complète pendant que je portais ta vie sur mon dos, ai-je dit doucement. S'il te plaît, n'insulte pas mon intelligence en appelant cela une erreur. Ses yeux se sont remplis de larmes de manière inattendue. Je n'aurais jamais pensé que tu partirais vraiment. C'était là, la vérité. Pas de regret pour m'avoir blessé, mais la surprise de voir que je m'estimais enfin assez pour partir. La semaine suivante, le panneau à vendre est apparu devant notre maison. Je n'oublierai jamais l'expression du visage d'Étienne lorsqu'il s'est garé dans l'allée et qu'il l'a vu là, planté dans le sol gelé sous un ciel gris de décembre. Il est resté assis dans sa voiture à le fixer, immobile, car pour la première fois de sa vie, la réalité l'avait rattrapé avant qu'il ne puisse s'en sortir par des pirouettes. Plus tard cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer seul dans son bureau au rez-de-chaussée. Pas fort, juste assez doucement pour révéler que quelque chose venait enfin de se briser en lui. Et curieusement, je n'ai ressenti aucun sentiment de victoire en l'entendant. Je me sentais juste libre. En janvier, les rues affichaient une mine fatiguée. Des congères de neige sale bordaient les trottoirs. Les illuminations de Noël pendaient encore aux gouttières bien après la fin des fêtes, et toute la ville semblait piégée sous cette lourdeur particulière de l'hiver qui s'installe après des mois sans soleil. Mon mariage avait la même apparence, plus d'éclat, juste de la cendre. Étienne a emménagé dans un appartement meublé près du centre-ville après que l'agent immobilier a commencé à organiser des visites presque quotidiennes pour la maison. Regarder des inconnus traverser les pièces où j'avais passé 15 ans à construire ma vie m'a semblé surréaliste au début, mais finalement, même cela est devenu étrangement libérateur. Chaque lampe installée pour la mise en scène, chaque plan de travail poli, chaque bibelot décoratif me rappelait que les maisons, tout comme les mariages, peuvent conserver une belle apparence bien après que l'amour en a disparu. La procédure de divorce a avancé plus de temps qu'Étienne ne s'y attendait, principalement parce qu'il restait très peu de choses à contester. Les dossiers financiers étaient clairs. La maison me revenait en grande partie grâce à mon apport initial d'avant le mariage et à la structure de refinancement.
L'entreprise restait techniquement en activité, mais sans mes garanties de crédit et ma gestion financière, les investisseurs avaient commencé à prendre discrètement leur distance. La réalité le rattrapait enfin, et la réalité est impitoyable. Un après-midi, environ 6 semaines après la pose du panneau à vendre, Étienne m'a appelé de manière inattendue alors que je faisais mes courses. « Tu peux parler ?» Sa voix semblait plus fragile, comme dépouillée de son ancienne assurance. « J'ai quelques minutes. » Il y a eu une hésitation au bout du fil avant qu'il ne reprenne enfin, Liliane est partie. Je me suis arrêté à côté d'un rayon frais et j'ai fixé les étagères d'un œil vide. Que s'est-il passé? Un rire amer lui a échappé. Elle a découvert que je n'avais plus un sou. Pas ruiné techniquement, mais privé de protection financière. Il y a une différence. Apparemment, Liliane avait passé des mois à croire qu'Étienne possédait une entreprise prospère, des investissements substantiels et un avenir assuré. Étienne ne lui avait jamais menti directement, du moins pas de son point de vue, mais il l'avait laissé supposer que le style de vie raffiné qui l'entourait découlait entièrement de son propre succès. À présent, l'illusion s'était effondrée. L'appartement de transition était modeste. L'entreprise était instable. Les créanciers commençaient à appeler. Et le pire de tout, c'était qu'Étienne lui-même ne renvoyait plus cette image de réussite. Les liaisons survivent grâce au fantasme. La réalité a tendance à les tuer rapidement. Elle a dit que je l'avais manipulée, a murmuré doucement Étienne. J'ai fermé brièvement les yeux. C'est le cas. Un silence s'est installé. Puis, d'une voix très douce, il a demandé « Est-ce que tu me détestes ?» La question m'a prise au dépourvu parce que j'avais passé des mois à supposer que la haine était précisément ce que je ressentais. Mais debout sous la lumière crue du supermarché, un panier à provisions à la main, j'ai réalisé que la haine exigeait une énergie que je ne voulais plus lui consacrer. Non, ai-je répondu honnêtement. Qu'est-ce que tu ressens alors? J'ai réfléchi un instant. Je pense que tu as passé des années à confondre la dépendance avec l'amour. Le silence qui a suivi a duré beaucoup plus longtemps. Après avoir raccroché, je suis resté là quelques secondes à observer mon reflet dans les vitres des congélateurs. Pour la première fois depuis des années, je me voyais différente, toujours fatiguée, toujours en deuil, mais plus légère d'une certaine manière, comme quelqu'un qui venait enfin de poser un fardeau qu'elle avait oublié de porter. Une semaine plus tard, Patricia est venue me voir. J'ai failli ne pas ouvrir la porte lorsque je l'ai vue debout devant l'entrée de mon immeuble, enveloppée dans un long manteau de laine beige, la neige se déposant sur ses épaules. Mais quelque chose dans sa posture m'a arrêté. Elle semblait vieille, non pas physiquement, mais spirituellement. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise avec raideur à la petite table de ma cuisine en serrant une tasse de thé à deux mains. Pendant plusieurs minutes, aucune de nous deux n'a parlé. Finalement, Patricia a expiré en tremblant, « Je te dois des excuses. » J'ai attendu, non pas par désir de vengeance, mais parce que j'avais besoin d'honnêteté. Elle a fixé son thé avant de poursuivre, « Quand Étienne était petit, son père réparait constamment ses bêtises. Ses problèmes à l'école, ses dettes, ses relations. Sa bouche s'est crispée douloureusement. Je l'ai fait aussi. Nous l'avons tous fait. J'ai écouté en silence, et elle a dégluti difficilement, quand il a commencé à voir cette fille. Je me suis dit que ça passerait. Je pensais que si tout le monde restait calme, les choses s'arrangeraient avant qu'il n'y ait des dégâts irréversibles. Des dégâts irréversibles? L'ironie faisait presque mal. Vous vouliez que ce soit moi qui encaisse les dégâts à sa place, ai-je dit doucement. Les yeux de Patricia se sont immédiatement remplis de larmes. Oui. Au moins, elle avait l'honnêteté de l'admettre. Pendant des années, j'avais imaginé une confrontation dramatique avec ma belle-mère, une explosion de colère et d'amertume. Au lieu de cela, ce qui se tenait en face de moi n'était qu'une femme âgée et effrayée, enfin contrainte de faire face aux conséquences d'avoir élevé un homme sans lui apprendre à assumer ses actes. « Je t'aimais vraiment, Claire » a-t-elle chuchoté soudainement. Je la croyais. C'était là toute la tragédie. Elle m'aimait de la façon dont les gens aiment les choses fiables. Les ponts, les hôpitaux, l'électricité. Elle appréciait ma stabilité sans jamais pleinement reconnaître mon humanité. Je sais, ai-je dit doucement. Mais vous préfériez préserver les apparences avant tout. Patricia a pleuré doucement après cela. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, je ne ressentais plus de colère envers elle, seulement de la tristesse.
parce que les familles construites autour de la protection de l'égoïsme d'une seule personne finissent toujours par s'effondrer sous le poids de ce dernier. Avant de partir, Patricia s'est arrêtée près de la porte. Il t'appelle parfois tard dans la nuit, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête une fois. Il a honte, a-t-elle dit doucement. Non, ai-je répondu après un moment. Il se sent seul. Cette nuance importait. La honte transforme les gens. La solitude les effraie simplement de manière temporaire. Un mois plus tard, Étienne a de nouveau appelé vers minuit. Sa voix était rauque, épuisée. J'ai reçu une assignation aujourd'hui. Une assignation? Un procès? Oui, de l'un des créanciers de l'entreprise. Je me suis assise en silence sur le bord de mon lit pendant que la neige tapotait doucement contre les vitres de l'appartement. Je suis désolé, ai-je dit machinalement. Et à ma grande surprise, je le pensais. Non pas parce qu'il méritait d'être sauvé, mais parce qu'autrefois, je l'avais sincèrement aimé. Étienne a ri amèrement dans un souffle. Tu sais quel est le pire dans tout ça? Quoi? J'avais l'habitude de penser que tu avais besoin de moi. L'honnêteté de cette phrase m'a frappé plus fort que tout ce qu'il avait pu dire ces derniers mois. Et maintenant? Ai-je demandé doucement. Un autre long silence s'est installé. Puis, enfin, j'ai gâché ma propre vie, n'est-ce pas? Je me suis adossé lentement contre la tête de lit, fixant l'obscurité autour de moi. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment, Étienne comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait détruit. Je pensais que cela me procurerait un sentiment de triomphe. Au lieu de cela, j'éprouvais seulement de la tristesse. Oui, ai-je répondu doucement. Et à l'autre bout du fil, mon mari a enfin cessé de faire semblant du contraire. Un an après la fin de mon mariage, je me tenais devant une grande baille vitrée dans le centre-ville de Bordeaux, regardant la pluie glisser lentement sur le verre, tandis qu'une cliente pleurait doucement en face de moi à propos d'un mari qui avait vidé leur compte d'épargne sans avertissement. Je me sens tellement stupide, a-t-elle chuchoté, tordant un mouchoir entre ses doigts tremblants. J'aurais dû le voir venir. Je lui ai tendu une tasse de thé avant de me rasseoir. Non, ai-je dit doucement. Vous avez fait confiance à quelqu'un que vous aimiez. Ce n'est pas de la stupidité. Et tandis que ces mots franchissaient mes lèvres, j'ai réalisé que je m'adressais enfin à la version de moi-même que j'avais été autrefois. Bordeaux ne m'avait pas guéri par magie. La guérison, j'en ai fait l'expérience, est beaucoup moins théâtrale que ce que l'on imagine. Il n'y a pas eu de lever de soleil triomphant où la douleur s'est évanouie d'un coup. Au lieu de cela, la guérison est arrivée discrètement, au fil de matins ordinaires, en dormant paisiblement pour la première fois depuis des années, en faisant mes courses sans cette anxiété permanente ancrée dans la poitrine. J'ai loué un petit appartement avec vue sur la Garonne et j'ai lancé un cabinet de conseil financier principalement destiné à aider les femmes divorcées à reconstruire leur stabilité financière après une séparation. Au début, il ne s'agissait que de missions temporaires pour examiner des budgets, expliquer la restauration du crédit, aider les clientes à démêler des dettes communes, mais le bouche-à-oreille a fonctionné rapidement. Il s'avère qu'il y a beaucoup de femmes qui maintiennent discrètement des foyers entiers debout tout en s'entendant dire qu'elles ne contribuent à rien. Je les ai comprises immédiatement, parfois trop bien. Au printemps, mon portefeuille de clientes avait doublé. À l'été, j'ai embauché une assistante. Pour la première fois de ma vie d'adulte, l'existence que je construisais m'appartenait entièrement. Préservée de l'ego de quelqu'un d'autre, de l'imprudence de quelqu'un d'autre et de ce besoin insatiable de validation. Et le plus étrange était ceci, la paix m'a d'abord semblé peu familière. J'avais passé tant d'années à gérer le chaos que le calme me mettait presque mal à l'aise. Un samedi matin, au début du mois de mai, je me promenais dans les allées du marché des Capucins, achetant des fleurs et du pain au levain tandis que des musiciens de rue jouaient du jazz sous un ciel nuageux. Un an plus tôt, j'aurais passé cette matinée à régler les urgences d'Étienne, à corriger des erreurs comptables, à calmer des clients en colère ou à aplanir des conflits familiaux. À présent, la seule personne responsable de ma paix d'esprit, c'était moi. La liberté, ai-je découvert, n'est pas bruyante. Elle est profondément silencieuse. Vers midi, mon téléphone a vibré, affichant un message d'Amandine, la sœur d'Étienne. Salut, je voulais juste te dire qu'Étienne a commencé une thérapie il y a quelques mois. Il a aussi arrêté de boire. J'ai fixé le message pendant un long moment. Arrêter de boire. Je n'avais même pas réalisé que l'alcool était devenu un problème sérieux après le divorce, bien qu'avec le recul, cela soit logique.
Étienne avait toujours fui le silence, car le silence oblige les gens à s'écouter clairement. J'ai répondu avec précaution, j'espère qu'il va continuer ainsi. C'était tout. Pas d'amertume, pas de regret non plus, juste de la distance. Quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée à mon cabinet, avec l'écriture d'Étienne sur l'enveloppe. Pendant près d'une heure, je l'ai laissée fermée sur mon bureau tandis que la pluie tapotait contre les fenêtres à l'extérieur. Une partie de moi ne voulait pas la lire du tout. Une autre avait besoin de savoir si l'homme que j'avais aimé était enfin devenu honnête. En fin de compte, la curiosité l'a emporté. Claire, j'ai réécrit cette lettre une centaine de fois parce que chaque version me semble soit pitoyable, soit égoïste. Peut-être que les deux sont vrais. J'ai passé la majeure partie de notre mariage à croire que l'amour signifiait être admiré. Je pensais que le succès consistait à ce que les gens me protègent des conséquences de mes actes. Et j'ai traité ta loyauté comme un acquis permanent, comme la gravité, comme l'air que je respire. Je vois maintenant à quel point c'était cruel. Quand tout s'est effondré, je t'ai d'abord blâmé, puis Liliane, puis mes parents, puis le stress, puis l'alcool. Finalement, je me suis retrouvé à court de coupables. C'est là que j'ai enfin compris une chose que tu as essayé de m'enseigner pendant des années sans jamais le formuler à voix haute, être adulte signifie porter son propre fardeau. Tu as porté le mien pendant trop longtemps. Je suis désolé pour tout cela. Non pas parce que ma vie s'est effondrée, mais parce que j'ai brisé quelqu'un qui n'a jamais essayé de m'aimer autrement qu'avec honnêteté. J'ai plié la lettre lentement après l'avoir lue. Puis je suis resté assise là, à regarder l'horizon gris de Bordeaux, tandis que l'émotion me traversait par vagues étranges. Du chagrin, du soulagement, de la nostalgie, de la fatigue. 15 ans est une longue période à effacer proprement. But forgiveness, I learned, doesn't always look like reconciliation. Parfois, le pardon signifie simplement refuser de porter la haine plus longtemps. Ce soir-là, je me suis promené seul près des quais avec la lettre d'Étienne pliée dans la poche de mon manteau. Des navettes fluviales se déplaçaient lentement sur le fleuve sous des nuages bas, tandis qu'un vent frais transportait des senteurs de pluie à travers la ville. Pour la première fois depuis le divorce, je me suis autorisé à faire le deuil de tout cela, pleinement, non seulement de la trahison, mais aussi de l'avenir que je pensais construire, des enfants qu'Étienne et moi n'avions jamais eus parce que ce n'était jamais le bon moment. Des années passées à m'effacer pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand, de la femme que j'avais été avant que la survie ne devienne mon unique personnalité. J'ai pleuré plus fort cette nuit-là que le jour où j'avais découvert la liaison. Parce que le chagrin différé finit toujours par réclamer son dû. Quand j'ai enfin cessé de pleurer, j'ai sorti la lettre d'Étienne de ma poche une dernière fois et j'ai relu le dernier paragraphe sous la lueur des lampadaires du quai. Puis je me suis approché d'une poubelle publique et j'y ai déposé la lettre. Non pas par cruauté, mais pour tourner définitivement la page. Certaines choses appartiennent au passé, même après être devenues compréhensibles. Un mois plus tard, une de mes clientes m'a posé une question après une séance de consultation, si vous pouviez revenir en arrière, a-t-elle demandé prudemment, partiriez-vous quand même ? J'ai pensé à Étienne vivant seul à Paris, aux larmes de Patricia dans la cuisine de mon appartement, à la magnifique maison que nous avions perdue, à chaque nuit de solitude qui avait suivi. Puis j'ai pensé à la femme que j'étais devenue après tout cela. Oui, ai-je répondu doucement et sans aucune hésitation. Elle a hoché la tête lentement. J'ai peur. J'avais peur moi aussi, ai-je admis. Mais être seul est beaucoup moins douloureux que de s'abandonner soi-même. À l'approche de l'été, Bordeaux me paraissait plus douce. Familière. Mienne. Et parfois, tard dans la nuit, je pensais encore à ce dernier dîner chez Patricia. Au verre de vin, au sourire forcé, au moment où ils m'avaient tous demandé de me taire et de continuer à porter le poids de leur choix. C'est amusant, ils avaient vu juste sur un point. Je me suis montré mûr, mais pas de la manière qu'ils espéraient. J'ai appris que la vengeance ne s'exprime pas toujours par la destruction. Parfois, la vengeance consiste simplement à refuser de s'effacer pour que les autres restent à leur aise. Parfois, la chose la plus puissante qu'une femme puisse faire est de quitter la table calmement et de laisser enfin chacun constater ce qui s'effondre lorsqu'elle n'est plus là pour tout maintenir ensemble. J'avais l'habitude de penser que la vengeance devait être bruyante, mais en fin de compte, la partie la plus douce a été d'être enfin libre.